Des fois, les gens voient mes produits, commencent à me parler avec un accent. T'es en mode, ma belle, je m'appelle Rachel. Est-ce que t'entends un accent quand je parle? Du coup, on disait que les produits étaient exotiques. C'est du jus de fruits exotique. Pas mes produits. J'étais pas forcément accompagnée par les bonnes personnes. Et dans l'entrepreneuriat, ça joue beaucoup. Un exemple? Pélo. J'étais en mode, C'est quoi un pélo? à un moment, j'ai dit, mais excuse-moi, en fait, ça veut dire quoi? À un moment, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais on est vraiment partis à la même école. C'est quoi? C'est les wesh, les machins. C'est que les trucs que j'ai appris ici, tu vois. Moi, je conseillerais d'être très culottée. Il y a que ça qui marche. L'audace. Elle a fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Le marché est saturé, tu vas jamais y arriver. Parce que, être métisse, parce que oui, métisse, c'est pas être light skin. J'ai souvent eu ce problème de ne pas trouver ma place entre le fait d'être béninoise et réunionnaise, parce que je suis trop blanche pour les béninois, trop noire pour les réunionnais, et j'ai une éducation occidentale, donc ici je suis juste une noire, quoi. T'as fait face à beaucoup de stéréotypes, Ouais. beaucoup de racisme. Comment tu te sens en France? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kizital Connect, une série qui met en avant les entrepreneurs issus de la diaspora africaine. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Rachel ou Rachou pour les intimes. Elle est originaire du Bénin et de l'île de la Réunion. Fondatrice de la marque de lingerie Emaou, une lingerie de réconciliation basée à Saint-Étienne, Rachel est autodidacte et coud elle-même ses créations. Pour elle, la lingerie n'est pas qu'un vêtement, c'est une signature. À travers Emaou, elle a une mission claire, promouvoir la féminité sous toutes ses formes. Alors, comment a débuté Emaou? Je pense que ça vient de deux éléments clés dans ma vie. Le premier, c'est que ma grand-mère, elle est médecin, et je l'accompagnais souvent dans son cabinet quand elle était médecin au Bénin, et je voulais faire comme elle, je voulais soigner les gens. J'avais déjà un chemin de vie tout tracé, j'étais censée faire médecine, mais en seconde, première dissection. Tu sais, avec les yeux de poisson là. Ouais. Voilà, je vois ça, je tombe dans les pommes. Fini pour moi. Ah ouais. Fin de carrière. Je me dis, si tu tombes dans les pommes pour un œil de poisson, tu vas faire quoi pour les gens, quoi. Et au même moment, je découvre la couture un peu par hasard, parce que je voulais apprendre la guitare. Et en fait, la dame, je vais à ma MJC, là, maison de quartier. À ce moment-là, il y avait un porte-couture et la dame me regarde, elle me dit, est-ce que tu veux faire? Et ma mère, elle m'a toujours dit, c'est important de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. J'étais en mode, ok. Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Et donc, du coup, pendant 2 ans, tous les samedis, j'avais 15 ans à l'époque, elles avaient toutes minimum 40 ans, et j'allais à mon cours de couture. D'accord. Tu te sentais pas un peu seule non. Au milieu des quarantenaires? Ah non, elles me racontaient leur potin, mais ma meilleure vie. Okay. Elles me racontaient leur potin, en plus elles m'apprenaient plein de techniques de couture, parce que moi je débutais, donc c'est comme ça que j'ai appris à utiliser les machines à coudre, à faire un point droit, les patrons. C'était quoi mes premières créations? Ma mère, quand elle a compris, elle a acheté du tissu pour que je fasse des rideaux, la plus heureuse, tu vois. Donc il y avait ça. Et moi du coup, ça a été ma passion depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Mais je savais pas exactement dans quoi. Je savais que je voulais entreprendre et j'ai orienté tout mon parcours scolaire dans ce sens, mais il me manquait un truc. Parce qu'à l'époque, quand j'avais 15 ans, je rêvais de Fashion Week, de machins comme ça, et en même temps, d'un point de vue personnel, j'étais en surpoids et je rentrais pas dans les vêtements standards. C'était un truc horrible. Tu sais, t'es dans le magasin et tu essaies le truc, ça sort de partout, quoi. T'es mal. Et moi, je me souviens que ça m'a aidée, ça m'a soigné en fait l'image que j'avais de mon corps, de me coudre mes propres vêtements, puisque j'ai commencé comme ça. Et du coup, les années passent, je fais ma vie, et quand je suis en master, je dis bien master, parce que c'était payant, et en fait, on devait mener un projet pendant 1 an pour la direction artistique et stratégie de marque. Et moi, je suis styliste pour femmes, j'ai fait de la mode pour hommes. D'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant d'habiller les hommes. Ils sont hyper chiants. C'est trop drôle, c'est archi drôle. Et moi, j'aime beaucoup la lingerie, donc je m'étais dit, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau défi, la lingerie. En fait, c'était pendant le mois d'octobre. Il y a eu un pop-up sur mon ordinateur qui parlait d'Octobre Rose, et je me suis dit, mais n'importe quoi, les femmes qui vont commencer en termes de lingerie. Franchement, je vois pas. Je vois toutes les campagnes Octobre Rose, le ruban,
Lingerie, j'ai beaucoup fouillé dans mon esprit. Moi qui vais tout le temps m'acheter des strings, je vois pas. Je fais 2-3 petites recherches sur internet et à la fin je suis frustrée. Parce que je me dis, mais si moi je suis frustrée en voyant ça alors que j'ai pas le cancer du sein, ça doit être quoi pour elle? Et à partir de ce moment-là, j'ai contacté des assos, le centre de cancérologie qui m'a mis en lien avec des patientes et j'ai rencontré au moins plus d'une quinzaine, une vingtaine de femmes qui allaient de 17 à 77 ans, donc un large panel. Et ce que j'ai adoré déjà, c'est que j'ai pu déconstruire énormément de choses sur le cancer du sein, la manière de le vivre, les préjugés qu'on a sur c'est après 40 ans, pas du tout, il y en avait, elles étaient même plus jeunes que moi, qu'il y avait différentes morphologies, etc. Et c'est là où je me suis dit, ok, ça vient de là, ton envie d'aider avec ta passion, ça crée Emmaou. Voilà. D'accord, ok. Mais super intéressant en tout cas. Merci. Et donc du coup, ça t'est venu comme ça, cette idée? Ouais. Mais ça t'est venu vraiment comme ça ou il y a quelqu'un dans ta famille qui a le cancer du sein? Alors, pas directement. Quand j'étais plus jeune, la mère de ma meilleure amie avait un cancer du sein. Mais à l'époque, j'étais jeune, je comprenais pas quand on me disait qu'elle avait un sein en moins. J'ai regardé en me disant, mais tu vois bien qu'elle a 2 tétés, qu'est-ce que tu racontes? Donc il y avait juste ça. Et après, non. C'était vraiment cette vocation de vouloir aider. Et moi, je trouve, j'ai toujours aimé ça dans la couture, c'est cette notion de magie. Moi, je trouve ça magique qu'on part d'un tissu à plat et que juste avec 2-3 idées, un croquis et allez, tu piques ton tissu, ça te fait quelque chose d'autre. Et c'est ça que je voulais un petit peu. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, du coup, l'entrepreneuriat, ça t'est aussi venu à 15 ans quand t'as commencé à coudre ou plus tard? Je dirais que dès l'âge de 15 ans, j'ai compris que quand t'es entrepreneur, il fallait avoir des notions et des bases dans tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte d'avoir des bases et des notions dans tout. Parce que je me suis dit, si c'est pas moi qui le fais, je vais être intéressée de déléguer. Donc il y avait ça, et c'est vraiment quand j'étais à la fac, donc c'est un truc qui existe à Lyon, ça c'est le D2E, donc diplôme d'étudiant entrepreneur, que j'ai fait pendant mon master, où en fait tu as des bases et des notions en entrepreneuriat, avec des cours. Parce qu'à la base, je m'étais dit, j'ai du temps, je vais faire de la couture. Alors là, je voulais créer une marque d'accessoires. Rien à voir, je voulais faire des chouchous, des machins. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, avec tout ce que j'avais compris et appris, je m'étais dit que c'était trop important pour que ça reste un PDF dans mon ordi. Et je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et après, c'est là où j'ai enchaîné, j'ai été incubée. J'ai fait un autre diplôme, donc un type d'entrepreneur de petite entreprise avec la Fondation des apprentis d'Auteuil aussi. Parce que je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant avoir des diplômes, parce que comme ça, tu capitalises au max. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc j'ai fait ça. Voilà. Ok. Donc du coup, là, ça fait bientôt 1 an que tu t'es lancée dans Emmaou. Alors, ça fait un peu plus de temps. Parce que c'est là où la notion de timing joue, parce que entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je suis passée à l'action, il s'en est passé des choses. Donc l'idée d'Emmaou, c'était il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans. J'ai commencé avec des produits il y a 2 ans. Mais pour moi, Emmaou commence que maintenant. Ok, c'est étonnant. Ouais. C'est étonnant. C'est étonnant parce que, en fait, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez sur l'entrepreneuriat ou qui est pas souvent mis en avant, à mon sens, c'est que c'est que du développement personnel. Donc c'est juste toi, face à toi-même. Et du coup, j'ai dû faire un gros travail pendant quelques temps. Et maintenant que je suis au clair avec moi-même, et pour moi, le Emmaou de maintenant, c'est vraiment la vision, voire c'est mieux que ce que je pensais. Alors qu'il y a quelques temps, c'était pas la même chose. Ça existait, mais pas comme je voulais. C'était pas forcément le message que je voulais. Il y avait cette confusion parce qu'au début, j'utilisais du wax et il y avait cette connotation africaine. Et du coup, on disait que les produits étaient exotiques. C'est du jus de fruits exotique, pas mes produits. Voilà, très important. Et je trouvais que les gens passaient à côté en fait de tout le travail qu'il y avait derrière à cause de ça. Et je trouve que c'est dommage parce que moi, dans l'entrepreneuriat, déjà j'étais quasiment souvent la seule noire, on est très peu. Femme aussi, et ça jouait beaucoup. Et en plus, je venais avec des produits connotation africaine, mais c'était fatigant. Des fois, les gens voient mes produits, commencent à me parler avec un accent. T'es en mode, ma belle, je m'appelle Rachel. Est-ce que t'entends un accent quand je parle? Bah non. Donc, il y a eu tout ça qui a fait que je me suis dit, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment montrer au monde?
pourquoi est-ce que tu veux être connu? C'est une chose d'avoir des origines et un héritage. Tu pourras y revenir et tu pourras le retravailler d'une autre manière. Mais là, où tu es actuellement, c'est pas perçu comme tu le voudrais. Alors, tu le remets à plus tard. Donc forcément, moi, j'ai un petit peu européanisé les modèles. Mais j'ai toujours cette volonté après d'aller vers des tissus vraiment traditionnels africains. Et j'insiste bien sur le traditionnel parce que c'est pas du wax. Le wax, c'est pas africain. Voilà. Pour tous ceux qui me disaient « Ah, le wax, c'est l'Afrique », non. Non. Et encore non. Du coup, j'aimerais beaucoup revenir sur ce que tu as dit. D'ailleurs, j'ai aimé vraiment ce que tu as dénoncé. Mais tu vois, tu me dis que t'es passé... Enfin, t'avais une vision. Et que cette vision... C'était pas ce qui s'est réalisé et ça l'est devenu que maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant concrètement? Ce qui s'est passé avant, déjà l'entourage. J'étais pas forcément accompagnée par les bonnes personnes et dans l'entrepreneuriat ça joue beaucoup. Typiquement, moi la première année où j'ai été incubée, je me suis fait un ulcère. Voilà, j'ai fait un burn-out parce que créer un produit ça prend du temps et c'est pas la même chose qu'un service, surtout quand il y a de l'innovation. Et ça, en fait, c'est compliqué à entendre et comprendre pour certaines personnes. Parce que même si je sais coudre, même si j'ai une machine, un produit, ça se construit pas comme ça, surtout avec le public que j'avais. Donc il y avait le fait que la personne ne voyait pas forcément l'innovation de mon produit. Et donc quand il ne voit pas ou ne croit pas, en termes d'énergie, tu te fatigues. Donc déjà, il y a eu ça. Il y a eu... le fait que je suis retournée au Bénin aussi, parce qu'en fait, à la suite de mon ulcère, moi je vivais en métropole, ma mère elle était à La Réunion, et comme elle voyait que je l'écoutais pas à distance, elle m'appelle un jour, elle fait Rachel, j'ai pris nos billets, on part tel jour, tu te prépares, on y va. Et ça faisait près de 10 ans que j'étais pas rentrée au Bénin, parce que moi je vivais à La Réunion, c'est pas à côté, et pour y aller en fait c'est chiant, parce qu'on est obligé de passer par la métropole, donc on doit faire La Réunion, Paris, Bénin. La Réunion, Paris, t'en as pour 11 heures de vol. C'est fatigant. Voilà, 11 heures de vol, milliers d'euros, enfin, un budget fou, quoi. Et c'est vrai que quand je suis allée là-bas, c'est là où j'ai créé mes premiers produits. Mais du coup, c'était avec du wax. Et quand je suis rentrée, j'étais assez fière parce que dans le paysage dans lequel j'étais au Bénin, ça se fondait bien. C'était en accord. Voilà. Et je suis rentrée et j'ai fait « Oh !» Tu t'es pris un peu une claque, quoi. Ouais. Ouais. Il y avait cette claque parce que pendant un moment, je me suis dit que renoncer à ça, c'était renoncer à une part de mon identité. Mais c'est parce que ça, on me revoyait souvent à ma couleur de peau. Alors que je suis plus que ça. Que ce soit... Mais c'était souvent implicite. Tu vois. C'était pas dit explicitement. Est-ce que tu as des exemples? Typiquement le fait que quand on voyait mes produits, les produits exotiques, ou mais c'est cher pour du wax. Alors que je peux faire le même produit, je vais mettre du satin ou quelque chose d'autre, ce commentaire n'existerait pas, tu vois. Ou c'est quand les gens rentrent dans la boutique, vous ça doit être ça là, les trucs colorés, t'es en mode... c'est bien, ça va travailler les gens là-bas. Moi je n'existe pas en fait, c'est soit tu travailles, soit t'es à l'école, mais en fait... Et du coup, c'est ça où pendant un petit moment, ça m'a permis de me questionner moi, sur ce que je voulais moi, comment le traduire. Comment je voulais amener cette part d'héritage. Et maintenant que j'ai travaillé sur moi et sur le produit et comment je voulais le faire, on est sur quelque chose quand même d'un peu moins gros doigt, entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, mon modèle, c'était vraiment Maureen Aliaté de Nana Wax. Donc elle a commencé comme ça, mais c'était à une autre époque, avec un autre public. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est par exemple qu'il y avait une femme... qui tombe sur mon Insta, qui parle, elle fait « Mais du coup, j'ai pas compris, c'est pour les blanches ou c'est pour les noirs? Parce que tu utilises du wax, mais c'est des blanches qui le portent. » Et je me suis dit « Mais en fait, c'est même pas question de couleur de peau, là. C'était pour répondre à un besoin. Donc si les gens se posent cette question-là, c'est quelque chose qui va pas. En tout cas, c'est pas sur ça que je veux intervenir, tu vois. Le wax, c'était l'idée d'une cliente. Parce que quand j'avais fait des croquis, c'était tout basique, noir dentelle. Et je lui présente, elle me fait « Mais ça te ressemble pas, Rachel. Toi, t'es une personne solaire. Toi, t'aimes la couleur. » Et c'est là que je me suis dit, d'un point de vue technique, ajouter du wax, c'est trop bien parce que moi, en tant que styliste, comme c'est pas une matière extensible, c'est
comment je vais réfléchir à comment créer le produit pour mêler extensibilité et matière rigide. Moi, c'était juste ça. Tu vois ce que je veux te dire? Et t'as vu comment ça a été interprété? Et tout ce qui en a découlé? Ou le fait que du coup, mes produits, je les vendais mieux en été qu'en hiver. Il y avait aussi cette notion-là, tu vois. Et plein de choses auxquelles j'avais pas forcément pensé, ou je ne pensais pas qu'un choix de matière pouvait amener tout ça. Alors qu'à la base, c'était juste que j'étais partie au Bénin, qu'il y avait des marchés incroyables avec du tissu, que j'étais comme une dingue, et que j'aimais ça en fait. Voilà. Mais du coup, tu vois, j'ai une question qui me vient en tête. Ouais. Est-ce que les idées reçues sur ton produit de base a fait que du coup ça t'a influencé sur le changement du tissu? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, et oui. Oui, parce que il y avait ce qui me plaisait moi, ce que je portais moi, mais il y a ce que ma cible veut et ce qu'elle aime elle, tu vois. Et il y a ce moment où, moi quand j'ai commencé, j'avais plus cette frontière entre Emmaou et Rachel. Ça faisait qu'un, on était comme ça, je ne voyais qu'à travers ça. Donc forcément, ça a influencé mes choix, mais que j'ai fait pour moi. Donc c'est dans ce sens-là où quand j'ai plusieurs retours de clientes potentielles qui me le disent, que je me pose la question, pas pour remettre en cause mon identité ou le côté africain, mais juste pour se repositionner et dire hey, ma belle, là, tu fais pas pour toi. Ça c'est quelque chose que mes profs me répétaient souvent et que je comprenais pas, où j'étais en mode mais je sais qu'on ne fait pas pour nous. Ils disaient attention, faut créer pour les autres. Donc tu peux avoir ta patte, mais garde en tête que c'est pour les autres. Et c'était pour ça. Ok. Donc voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que les produits te ressemblent à 100%? Bien ou sûr. Tu penses que... Non, ça me ressemble parce que j'ai grandi et j'ai évolué depuis que j'ai eu l'idée de la marque. Même en termes de design, ça s'est affiné. Mes goûts aussi se sont un peu plus nuancés. Donc la dernière collection que j'ai sortie me ressemble vraiment à 100% pour le coup. Même plus que par exemple le soutien-gorge que tu vois là. Où là c'était... Je me cherche, j'essaie de me mettre dans une case. Pourtant c'est joli. Oui. C'est pas forcément le design qui est remis en cause, mais ce que ça représente ou pourquoi je l'ai fait. J'aimerais que l'espace entre guillemets dans lequel tu pars pour le faire va changer toute la donne. C'est comme quand tu veux faire quelque chose, est-ce que tu le fais par peur de manquer ou parce que tu veux t'expanser? Voilà. Ok. Je parle beaucoup. Puis... Non mais c'est bien. J'ai bien aimé ce que t'as dit. Ah merci, c'est la vérité. Non mais j'ai bien aimé surtout le moment où t'as dit que, tu vois, quand on est dans l'entrepreneuriat, en fait, on le dit pas souvent, ce que t'as dit, mais que c'est beaucoup de développement personnel, Bien sûr. tout ça. Bien sûr, moi, la formation que j'ai fait à la Fondation des Apprentis d'Auteuil, la première semaine, c'était que du développement personnel. Mais en fait, le truc, c'est que ça apparaît à des moments ponctuels, alors que c'est tout le cheminement et c'est tout le temps, en fait, que tu dois en faire. Moi, maintenant, quand je vois un plan de blocage ou un nouveau défi, je me dis, ok, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Quand, par exemple, il y a une tâche que je repousse, pourquoi? De quoi j'ai peur? Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme là, ça, c'est par rapport à ma crise identitaire que je l'ai fait. Parce que être métisse, parce que oui, métisse, c'est pas être light skin. Bref, c'est... j'ai souvent eu ce problème de ne pas trouver ma place entre le fait d'être béninoise et réunionnaise, parce que je suis trop blanche pour les béninois, trop noire pour les réunionnais, et j'ai une éducation occidentale, donc ici je suis juste une noire, quoi. Sauf que je n'arrivais pas à m'intégrer dans une des cases parce que j'ai un mélange de tout. T'es juste Rachel. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, il y a eu ça qui s'est représenté dans mes produits, enfin dans tout, parce que pour moi c'est de l'art et donc du coup c'est une expression de soi. Et du coup, forcément, cette quête identitaire, elle s'est représentée matérialisée dans plein d'aspects, et notamment via Emmaou. Ok. Voilà. D'ailleurs, Emmaou, ça vient du créole réunionnais parce que ma grand-mère est réunionnaise, qui veut dire aime-toi. Voilà. C'est joli. Merci. Emmaou. C'est pensé. Ouais. Non, mais c'est sympa. Merci, le master. En direction artistique et stratégique. Ça t'a aidé? Oui, mais j'ai envie de te dire, il y a intérêt, vu le prix. Ah, c'était cher? Wow, trop cher pour ce que c'était.
Voleur. Si vous passez par là, vraiment. D'ailleurs, j'ai pas fait la deuxième année à cause de ça. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai fait que la première et je me suis dit, tu veux mettre ton argent encore là-dedans ou tu veux le faire pour développer ta marque? Moi, j'ai choisi la deuxième option. Ok. Voilà. Mes parents n'étaient pas du tout ravis. Mais bon, trop loin pour me taper. T'as fini tes études quand, du coup? Ça fait 2 ans. Ok. Ça fait 2 ans que j'ai terminé pour de bon, parce que j'ai tendance à en faire pas mal. Peut-être que j'en ferai d'autres parce que j'aime apprendre en fait, et je pense que c'est ça qui est beau avec la vie, c'est qu'on se forme. Et moi j'ai fait une formation, ça s'appelle Semestre Rebond à la fac. Ok. C'était avant le Covid, parce que ça aussi c'était quelque chose, franchement. Où on avait des intervenants qui disaient qu'on allait faire au moins 3 à 4 métiers dans notre vie, et que le dernier n'existait pas encore. Et que c'était ok en fait de pas savoir à 17 ans ce que tu voulais faire, que c'est ok de se faire réorienter et de vouloir tester de nouvelles choses en fait. T'es pas obligé de faire la même chose toute ta vie. Et c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a tellement de casquettes et tellement de choses que aucune journée se ressemble. Et ça c'est cool parce que moi j'aime pas la routine, c'est quelque chose qui m'emmerde vraiment plus au point. Et là c'est comme je te disais, tu sais tout à l'heure, j'ai fait du marketing où je suis partie regarder machin, là je regarde pour la création de contenu. Tu vois, c'est qu'il y a plein de choses. Oui, et ça t'anime du coup. Bien sûr. Par contre, la question, c'est, par exemple, si je dois retourner dans le salariat, qu'est-ce que je fais? Ah, bonne question. Bonne question, ouais. Puisque il y a tellement de choses que j'aime bien ou que j'ai développées en termes de compétences que j'arrive pas forcément à me voir que dans une case. Je vois. Mais t'as déjà été salarié? Alors, j'ai déjà fait des stages. Ok. À Paris, dans une marque de prêt-à-porter haut de gamme, de luxe, machin, truc. J'ai déjà fait des services civiques et des stages de la communication. Mais après, salarié, oui. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais je travaillais à Primark. Horrible. Horrible, c'était mon job étudiant. Horrible. Genre, franchement, il y a un truc qui... Ça m'a jamais autant motivée quand j'étais là-bas de me dire, faut que je crée mon entreprise. Il est hors de question que je travaille pour quelqu'un. En termes de conditions, de... Non. Oui, c'était pas pour toi. Non. Mais c'est pour qui même? C'est pour qui on souffre? D'ailleurs, moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Les clients, quand ils rentrent dans le Primark, le savoir-être, il reste à la porte comme ça. Et puis, les gens, ils te parlent mal. Il y avait même une fois avec un de mes collègues, du coup, il était étudiant aussi. Lui, il faisait des études pour être notaire. Donc. Ok. Et là, il y a une maman qui est en caisse. Et une mère qui dit, t'as vu, regarde, si t'apprends pas à l'école, eh ben, tu finiras comme le monsieur. Et il a dit, alors ma belle, sache que moi, je suis étudiant pour être notaire, ok? Toi, dans 5 ans, t'es encore là. Moi, non. Donc, on va redescendre. C'est clair. Et du coup, on l'a applaudi parce que c'était son dernier jour, il pouvait se permettre. Ah oui. Mais... Non, mais c'est fou comment les gens, ils se permettent mais oui, comme ça de juger les autres. Camarades. Et puis, ça veut dire qu'en fait, tu sais pas. Ça se trouve, la personne, elle est là. Elle a son CDI pour pouvoir créer autre chose, peut-être. Et puis, même si c'est pas le cas, ça veut pas dire qu'elle a pas appris à l'école, en fait. C'est quoi ce raccourci? Peut-être qu'elle est pas allée à l'école, mais le savoir-être, elle l'a. Bah, comme toi. Enfin, non. Ouais. Oh là là. J'ai dévié, mais c'était important de le C'est dire. vrai qu'on a dévié là. Oh, on a vraiment dévié. Du coup, Emma Wood, ça a commencé du coup, bon, il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. Et ensuite, tu t'es lancée. T'as beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup été dans l'action et c'est maintenant où j'ai pris ce temps, un petit peu de recul, de réflexion que j'avais pas eu depuis quasiment 1 an et demi, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Ok. Et du coup, quelles ont été tes plus grosses difficultés depuis ton lancement? Plus grosse difficulté, c'est une bonne question. Quand j'ai eu l'idée de Emmaou, je me souviens encore du nom de cette dame que j'ai dans ma tête. J'étais encore étudiante et j'avais eu l'idée et du coup je commençais à contacter des associations et du coup j'en appelle une, c'était la gérante d'une asso. Et je lui ai expliqué tout, elle a fait mais qu'est-ce que tu racontes, le marché est saturé, tu vas jamais y arriver. Bon. Ok. Et là, pendant 2 jours je suis pas bien. Je me dis mais attends mais de quoi elle parle cette conne, elle parle d'elle-même en fait, pas du tout. Il veut tout exploser. Donc moi j'ai eu ça. La grosse difficulté que j'ai eue,
pour moi, c'était il y a peut-être... il y a 7 mois. C'est pas une difficulté, mais en fait, j'ai dû me regarder en face et me dire, écoute, là, tu vends, mais pas comme tu voudrais, pas ce que tu voudrais, et t'es pas là où tu aimerais être. Et moi, s'il y a... En fait, je suis quelqu'un d'assez résilient et d'assez tenace. Donc, tu vois, il y a d'autres trucs qui vont s'arriver, mais ça passe très vite dans ma tête parce que je me dis, c'est pas ça qui va m'arrêter, en fait. J'ai vraiment ce mindset de me dire, moi, j'y crois. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Bien sûr. Parce qu'il n'y a que toi qui pourras réaliser ce que tu as en tête. C'est ça. Au début, j'ai souvent cherché l'approbation extérieure. Je voulais être légitime parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur. Mais maintenant, que quand on me dit j'y crois pas, je suis en mode... Pareil. Aussi simple que ça. Bah, en fait, dans tous les cas, c'est pas à toi d'y croire. Tu vois. En fait, moi, il y a un truc que j'ai remarqué ou que j'ai appris avec les accords Toltec. C'est que la plupart des gens, quand ils te disent un truc, ils parlent d'eux. Donc, moi, je me dis juste, ça parle pas de moi. Il parle de lui. Bye. Moi, je sais que je vais d'aide. Moi, je le vois. Je le sais, je le sens. Je sais pas quand. Mais je le sais. Et c'est plus important. Voilà. Aussi simple que ça. J'ai trop hâte. Les réussites? Les réussites, maintenant, j'ai un peu ce mindset de gratitude. Où tous les jours, je me félicite pour une tâche ou une action. Et typiquement, moi, si j'ai une grosse réussite actuellement, c'est qu'il y a 1 an, je n'avais pas les mêmes problématiques que maintenant. C'est de me dire que ma réussite, c'est de me dire que j'ai évolué et qu'en début 2025, je m'étais dit, je me refocus sur la lingerie. Je veux vraiment me recentrer sur ça et je veux être connue pour ça et de m'y être tenue. Et quand je vois tout ce que j'ai pu accomplir en termes d'action, et ben en fait, je suis fière parce que c'est cette discipline que j'ai réussi à mettre en place et que je continue à appliquer. Donc pour moi, c'est une fierté. Et bravo. Parce que c'est pas évident de garder la discipline dans l'entrepreneuriat et rester motivé surtout. En fait, j'ai remarqué que maintenant, j'ai fait un travail aussi de me dire que si ça marche, c'est ok, si ça marche pas, c'est ok aussi. Et depuis que j'ai fait ça, je vis les choses de manière beaucoup plus légère et avec moins de pression. C'est-à-dire que j'apprécie. Et tu vois, ça va être des petits gestes du quotidien, ça va être un message d'une cliente qui va me dire « Ah merci, je me sens trop bien ». Une commande renouvelée d'une cliente où je me dis « Mais t'imagines Rachel, il y a quelqu'un qui te fait confiance et qui renouvelle, c'est-à-dire que le produit il est top ». C'est de switcher, même quand il y a quelque chose de pas agréable qui arrive, de se dire « Ok, qu'est-ce que j'en apprends en fait ?» Donc à partir de ce moment-là, pour moi maintenant devient source d'apprentissage et où je m'éclate, tu vois. Là, par exemple, j'ai refait le point sur ma communication, la com, j'étais en mode mais c'est vrai maintenant que je comprends pourquoi ça marchait pas. Ok, maintenant je sais comment faire mieux. Mais c'est ok, mais tu débrouilles déjà très bien. Bravo. Bravo. Voilà, et puis je crois beaucoup aux énergies et au fait qu'on attire à soi. Et depuis que j'ai ça, je trouve qu'en termes d'opportunités, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est top. C'est top. Ouais. Bah, c'est comme nous, tu vois. C'est vrai. Donc, et je suis très contente de t'avoir rencontré d'ailleurs. Merci. Tu sais, moi, je crois pas trop au hasard, je pense qu'on a rendez-vous. Ça, c'est une citation de Paul Éluard, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Et que chaque rencontre a un but. Dans le sens où c'est une leçon qu'on va s'apporter. Peut-être qu'on ne le verra pas sur le coup, mais peut-être que ça sera dans 10 ans ou quelque chose comme ça. Mais que c'est pas pour rien. Donc, voilà. Très beau. Merci. Ça sera pour ma biographie dans mon livre. On attend ce livre. mais après, je trouve ça un peu glauque de faire un livre de biographie quand on est vivant. Mais après, c'est mieux de le faire quand on est mort parce qu'on n'a pas l'argent. Mais tu peux pas le faire. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Oui, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. Mais par exemple, tu sais, les mémoires ou les machins comme ça, où tu peux raconter ta vie, je me dis, mais est-ce que ça a un intérêt de le faire là? Je sais pas. Voilà, c'était juste ma... Ok. T'as pensé? Ouais. T'as pensé du moment? De ouf. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment fonctionne Emmaou? Ok.
Oui, ça me fera un bon essai pour mon pitch tout à l'heure. Donc MAO déjà, c'est une marque de lingerie de réconciliation. Ça, c'est un terme que j'ai inventé. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du produit, il y a cette notion un petit peu de confiance en soi et de renouer avec son corps grâce au produit qui va être adapté à toi. Et donc du coup, MAO, ça fonctionne avec des produits, donc avec une innovation technique pour répondre à des besoins spécifiques, des ateliers morphologiques pour que tu en apprennes plus sur ton corps par le biais de guides et de conseils prodigués par une super et brillante styliste moi-même. Et quoi d'autre ? Et c'est tout. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Tu travailles seule? Alors, oui et non, dans le sens où je suis à la tête de la marque, mais je suis quand même bien accompagnée. Donc là dans mes bureaux, je suis en pépinière d'entreprise par la métropole de Saint-Étienne. Je suis accompagnée aussi pour un dispositif d'innovation. Je suis dans Sport dans la ville. J'ai mon atelier de production à Givors. Donc je suis la tête pensante, mais avec pas mal de choses mises en place pour déléguer au maximum. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, tu travailles avec qui? Alors, je travaille avec ma couturière pour la production. Je travaille avec Bélicia, qui revient bientôt pour la communication. Et après, je travaille avec mon mentor. Et après, j'ai des coachings avec des spécialistes dans des domaines spécifiques. Donc là, ça va dépendre de mes besoins, par sport dans la ville. Et je travaille avec mes collègues de la pépinière. Voilà. Ok. C'est quoi une journée type chez MAO? En fonction des besoins, ça va être soit de commander des matières, soit d'échanger avec ma couturière sur la prod, soit d'avoir des coachings spécifiques. Et là, ce que j'aimerais faire maintenant, il y a l'administratif aussi. Ça, généralement, c'est le lundi parce que c'est le jour le plus chiant où je vais faire ma compta. Voilà. Et après, les autres jours, ça va être vraiment en fonction des besoins, donc du freestyle. Mais la routine fait que tous les jours, au moins, il y a toute la partie administrative, traitement de mail, documents, etc. En fonction de si je dois échanger avec l'avocat, la comptable, ça aussi, surtout en ce moment, comme je suis en transition. Et après, ça va être focus produit, travailler le marketing, la production de contenu, organiser les prochains shootings, où là, je travaille aussi avec des associations, le recrutement, des essayages, gérer la photographe, la direction artistique, les accessoires, le lieu, le studio aussi. Enfin, c'est tout un travail de coordination. En fait, je fais souvent ça. D'accord. Ouais, coordonner aussi. T'es un peu partout, quoi. Ouais. Mm. Il faut. Ouais. Ok. Et au niveau des finances, comment ça se passe? C'est un grand sujet, vaste sujet. Au terme de finances, c'était de l'autofinancement par le biais des ventes. Voilà. Mais maintenant, il me faut plus d'argent pour changer d'échelle. Donc passer de l'échelle artisanale à industrielle. Okay. Voilà. Et est-ce que tu arrives à vivre de MAO? Alors, oui et non, dans le sens où moi j'ai fait le choix quand même de garder l'argent pour l'investir. Donc au lieu de me verser un salaire plus conséquent, j'ai fait ce choix-là de ne pas le faire pour pouvoir réinvestir l'argent. Donc non, j'en vis pas aujourd'hui, mais c'est un choix de ma part, mais demain j'en vivrai. Voilà. Oui. C'est un choix, quoi. Ouais. C'est pour le développement de la marque. Comme on est sur le début, qu'on est sur des pôles qui demandent quand même pas mal d'argent, typiquement pour créer une société, c'est des milliers d'euros. Il y a les frais d'avocat, l'apport de capital, la comptable, etc. Ça chiffre très vite et il faut avoir la trésor pour supporter ça en fait. Donc je préfère être sûre de réussir à payer toutes mes factures pour l'entreprise. Moi aussi, de mon côté, j'avais des économies, j'ai travaillé et puis là je suis au RSA. Donc ça aide aussi, mais plus tard c'est quelque chose que j'aimerais changer, en tout cas. Oui. C'est mon objectif 2026 de me verser un salaire. T'es sur la bonne voie en tout cas. Ah merci. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Si je devais me lancer, ce que j'aimerais qu'on me dise, on me l'a souvent répété, mais je trouve qu'on ne le fait pas assez, c'est célébrer chaque petite victoire. Parce que des fois, en fait,
on est tellement focus et dedans qu'on oublie de regarder derrière et de voir tout ce qu'on a accompli. Moi, je conseillerais d'être très culotté. Il n'y a que ça qui marche. L'audace et d'être stratégique en fait en termes de vision. C'est ok si tu as un job à côté et que tu travailles sur ton entreprise, si ça te permet de générer ou de financer le reste. En fait, il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de méthodologie parfaite. Ça s'accompagne en fait en fonction de toi et c'est ok de prendre les retours et les conseils, mais vraiment applique ce qui fonctionne pour toi. Et arrête de te comparer aux autres, vraiment. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Voilà. Donc, Ceux qui ont la rêve. Ouais, mais je me sens vieille en disant ça, parce que je suis en mode chérie, mais s'il y a des jeunes, ça, ils vont rien comprendre. Peut-être, hein, on sait pas. S'ils ont grandi avec leur grand frère, une grande Ma sœur. petite soeur, elle dit que je suis vieille. Ah ouais, Ouais. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Après, en fait, je peux la comprendre parce que moi, quand j'avais 12 ans, genre mes grands cousins, grandes cousines et tout, bah pour moi, ils étaient vieux. Hein. Non, elle m'a dit, mais t'es la plus jeune des vieux que je connaisse. J'étais en mode, ah, merci Amalia. C'est gentil. Elle a un beau prénom. Ouais, et ben on a voté d'ailleurs pour son prénom. Ah, c'est vrai? De ouf. Ma mère, elle voulait l'appeler avec un autre prénom qui était trop moche, mais je vais pas le dire au cas où s'il y en a qui s'appellent comme ça, parce que on va pas se prendre une sauce pour rien. Bon, on va passer au Kizzy Quest. Ça marche. Ouais. Tu vas piocher. Elle est jolie ta tasse d'ailleurs. Ah, merci, c'est gentil. Bon, ça, par contre, ça fait pas partie de... Celui-là, il m'attire. Quelle différence culturelle t'a le plus marqué en France? La nourriture, les épices, c'est pas du sel. Arrêtez. Et oui, il y a un truc qui m'a marqué, c'était un de mes premiers marchés de Noël, la soupe à l'oignon en fait. À quelle heure? Mais c'est l'oignon bouilli. C'est l'oignon bouilli qui mixe. Et en plus, la personne qui avait fait, elle avait mis de la farine pour épaissir. Et les gens, ils prenaient, ils disaient c'est délicieux. C'était pas bon? En fait, à quel moment de l'oignon bouilli avec de la farine, c'est bon? Moi, je t'avoue que, bon, fun fact, j'aime pas les oignons en fait de base, donc c'est pas un plat que je vais goûter, mais... Mais en fait, soupe. Et, bref, donc moi, non, mais plus sérieusement, différence culturelle, je dirais en termes de mentalité et aussi en termes de vocabulaire. Enfin, parce que moi, quand je suis arrivée, tu vois, il y a plein d'expressions à Lyon et je comprenais pas. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Un exemple? Pélo. J'étais en mode, C'est quoi un pélo? au bout d'un moment, j'ai dit, mais excuse-moi, en fait, ça veut dire quoi? À un moment, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais on est vraiment partis de la même école, c'est quoi? C'est les wesh, les machins, c'est que les trucs que j'ai appris ici, tu vois. Donc il y avait ça, différence culturelle aussi en termes de cuisine, vraiment, j'insiste là-dessus, mais waouh. Après, c'est plus en termes de fêtes, comme moi, je viens de la Réunion et que les saisons sont inversées, et ben... c'est pas dans la tradition d'aller prendre un vin chaud pour Noël, tu vois. Oui. Non, on est plus en train de faire un barbecue sur la plage, de manger des litchis. Ouais, donc toi, tu fêtes Noël avec le soleil de Voilà, base. ouais. Donc, et au début, j'idéalisais beaucoup. Et puis, je suis arrivée ici, et je vais mais purée, mais c'était nul. Ah ouais. Ah, t'as juste froid, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est vrai qu'il neige plus trop maintenant, donc bon. Ouais. T'as juste froid, il y a même pas le plaisir d'avoir de la neige. Mais en fait, je vois même pas le plaisir d'avoir la neige, c'est de l'eau congelée, tu glisses dessus. Non, après, quand il neige beaucoup, ça fait des beaux paysages. M'en fous. Toi, t'es vraiment né en Réunion. C'est quoi du beau paysage, quoi? Le soleil te manque. Ah, de ouf. Là, en plus, cette période-là. Puisqu'il y a certaines de mes amies qui sont retournées y vivre, elles ont fait « Ah, c'est trop bien, on est parti à la plage. » Moi, c'est trop bien, j'ai eu froid aux os. Ouais. Voilà. Donc, ouais, si je dirais différence culturelle, ça serait plus en termes de langage, entre guillemets, parce que je suis habituée au créole. Et en fait, des fois, il y a des mots qu'on utilise en créole, qui, même s'ils sont français, qui ne sont pas employés de la même manière. T'as un exemple? C'est par exemple
pour dire qu'il pleut, on va dire que la pluie farine. En créole. Oui. Ok. C'est comme pour les chaussures, souliers. Ok. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Attends, mais les chaussures, vous appelez ça souliers encore? Oui. C'est vrai. Oui. Ok, c'est vraiment dans le langage courant. Oui, souliers. après, ça fait 6 ans que j'y vis plus. Hein. Donc, s'il y a des réunionnais dans les commentaires, faut pas attraper ma veste, d'accord. Voilà. Moi, je le dis. Non, mais en vrai, c'est marrant. Mhm. Ok. Donc, Et pour les boucles d'oreilles, c'est Zano. Zano. Ouais. Parce Ok. que mon Zano, il est joli. Zano, mais boucle d'oreille, ça existe ou ça existe pas du tout, du coup? C'est un mot qui existe, mais c'est pas forcément celui qu'on va employer. D'accord, C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Oui. C'est pas commun. Oui. Ok, intéressant. Ah oui, et à La Réunion, on aime bien moucater, donc se moquer des gens. Donc moi, j'aime bien me moquer des gens, pas qu'on se moque de moi. Donc, il y avait ça aussi. C'est un peu injuste. Oui, mais c'est comme ça. Ouais. Ok. Je dirais aussi, ce qui m'a marqué comme différence, en tout cas quand je suis arrivée, c'est que j'ai vu plein de personnes caucasiennes d'un coup. J'étais en mode... Ouais, ça a dû te faire bizarre. Bah en fait, quand t'es dans ton cocon, tu vois pas. C'est vraiment quand je sortais qu'on me rappelait ma couleur de peau. Tu sais, parce que moi, des fois, j'oublie. Enfin, je suis là en mode... Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, t'as pas mal évoqué que t'as fait face à beaucoup de stéréotypes, Ouais. beaucoup de racisme. Bon, oui. Comment tu te sens en France face à ça? Bien. Bien Malgré- dans le malgré sens... En fait, bien dans le sens où, comme j'ai dit, c'est l'entourage qui joue. Vraiment où t'es bien entouré, que c'est des personnes qui sont alignées avec toi en termes de valeurs, c'est ok. Le reste, maintenant, au début, ça me faisait bizarre. J'appelais ma mère en pleurs. Ah maman, regarde le Oui, ça t'a monsieur. quand même fait du mal. Au tout début, oui, parce Oui. que t'es pas habitué, pas en habitué, fait. tu- T'as ce qu'on te dit quand on te prévient et le vivre, c'est autre chose. Mais maintenant, en fait, c'est quelque chose, c'est comme lui, ça va glisser sur ma peau, en fait. Ça ne m'atteint pas parce que je sais que je suis plus que ça. Que si tu ne vois que ma couleur de peau, c'est toi qui as un souci, pas moi, en fait. Donc, à ce moment-là, en fait, ça ne m'atteint plus. Ça ne me touche plus. Peu importe l'endroit, je suis pas là pour être que ça. Donc, voilà. C'est quoi la suite pour Emmaou? La suite pour Emmaou, c'est un rebranding complet pour 2026. Voilà. Focus sur les produits innovants aussi. Full lingerie. Et aller faire ce que j'avais peur de faire jusque-là, quoi. Donc, mes guides morphologiques, les ateliers de conseil, voilà. Ok. Et des ambassadrices. D'accord. Est-ce que t'as d'autres messages à faire passer? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. N'hésitez pas à suivre du coup Rachel sur Instagram. Ah non, c'est un truc de boumeuse, ça, merde. En tout cas, merci Rachel pour cette interview. C'était grave sympa. Ah bah merci. Et puis, j'ai appris plein de choses. Ouais. J'espère que les spectateurs aussi, ça les aura intéressés. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises surtout, mais on verra bien. T'inquiète. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Le prochain épisode aura lieu ici au Wasai Café avec sa fondatrice Isabelle. Merci à vous pour votre soutien. Vous êtes déjà 97 abonnés, bientôt les 100. Merci infiniment. Je suis hyper reconnaissante. À très vite.